Merci, mon cher Monsef. Je pense qu'on peut de nouveau applaudir le professeur Barizani, qui a fait un très bel exposé dans la langue de Molière. Merci Isabelle, merci Stéphanie pour l'invitation. Je vais essayer de vous parler rapidement, pour qu'on ait un peu de temps pour la discussion, du traitement moderne des uveites. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui? Les choses se sont beaucoup simplifiées. On sait qu'on a beaucoup progressé dans le diagnostic, ça vous a été montré pour les infections, dans le traitement de toutes les uveites. On sait que, comme toujours, il faut éliminer une infection, j'y reviendrai pas, et des syndromes de mascarade, notamment le lymphome oculaire, que a priori la perte visuelle et le pronostic visuel restent plutôt favorables aujourd'hui grâce aux traitements dont on dispose, qui sont à titre double avec des corticoïdes qui sont utilisés de plus en plus par voie locale et beaucoup moins par voie systémique, et les agents immunomodulateurs, les agents biologiques qui sont utilisés par voie générale. Le seul problème aujourd'hui pour nous, uvéitologues, un des rares problèmes, c'est le glaucome secondaire, et ça c'est l'utilisation de la corticothérapie qui entraîne le glaucome secondaire, et malgré les progrès, on a encore des pertes visuelles en rapport avec ce glaucome. Voilà, c'est juste pour vous dire que ce n'est pas une uvéite, c'est une centaine d'étiologies. Là, c'est prendre juste pour les uvéites postérieures, vous voyez un petit peu le panorama de ce qu'on peut voir et ce qui fait la difficulté, parce qu'il y a une étape diagnostique qui est extrêmement importante. Et de la même façon, il ne faut pas tomber dans le piège de je vais cocher tous les examens complémentaires pour essayer de trouver l'étiologie. Et l'équipe du professeur Kodjikian l'a très bien démontré avec une étude nationale qui a mis en évidence finalement la pertinence des bilans qui sont des bilans ciblés après l'examen clinique plutôt que des bilans à tire-larigot. C'était l'étude Ulysse. Alors, avec tout ça, bon, on s'est mis ensemble et c'est le résultat de la collaboration entre différents collègues, internistes, pédiatres, rhumatologues, ophtalmologistes. Et donc, vous avez aujourd'hui disponible depuis 2020 sur le site de la HAS, si vous tapez PNDS uvéite, vous avez le vade-mecum du diagnostic et du traitement des uvéites non infectieuses que vous pouvez retrouver. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a beaucoup progressé grâce aux molécules, et notamment les agents biologiques, parce qu'on connaît aussi de mieux en mieux la physiopathologie de ces uvéites. On sait qu'il y a des cytokines qui agissent de façon pro-inflammatoire et qu'on peut les inhiber pour contrôler ces inflammations. Et donc, on a une multiplication de stratégies thérapeutiques qui sortent. Et ça, c'est une estimation, une projection du coût de la prise en charge des uvéites à la fin de la décennie que l'on vit. Et on va approcher du milliard de dollars pour la prise en charge des patients atteints d'uvéite. C'est donc un point important. Je vais juste focaliser 2 secondes sur l'uvéite pédiatrique. On a énormément progressé depuis 20 ans. On ne voit plus du tout ce genre d'horreur chez des enfants qui ont des arthrites juvéniles idiopathiques parce qu'on les détecte plus tôt, ces inflammations. On dépiste ces enfants. On utilise des appareils qui sont extrêmement précis pour évaluer l'inflammation intraoculaire et adapter le traitement, notamment la corticothérapie, pour ne pas leur donner la cataracte et le glaucome. On a pu aussi, et ça c'est une étude qu'on avait fait avec le professeur Kodjikian sur ce sont les premiers clichés OCT chez des enfants atteints d'arthrite juvénile sévère et chez qui on a pu montrer des altérations maculaires. Et donc on sait qu'en intensifiant le traitement anti-inflammatoire et les agents biologiques, on pouvait régler le problème maculaire, améliorer l'acuité visuelle et de ne pas opérer de cataracte ces enfants, ce qui était très important. Aujourd'hui, notre prise en charge, c'est corticothérapie. On commence par la corticothérapie locale. Très vite, si on voit que c'est inefficace, on passe au méthotrexate. Et juste l'étape d'après, ce sont les anti-TNF qu'on utilise, notamment l'adalimumab, qui a obtenu l'autorisation de mise sur le marché. Si maintenant on s'intéresse aux adultes, il y a toujours la corticothérapie dont je vous ai parlé, il y a la voie locale, et puis on a les immunomodulateurs. Pour le B27, il n'y a quasiment plus de problème, parce qu'on passe du traitement local au traitement systémique en passant par le méthotrexate et puis après les anti-TNF, sans corticothérapie par voie générale dans la majorité des cas.
Et le problème, ce sont les uvéites postérieures. Et dans ces uvéites postérieures, ici vous avez l'exemple un peu historique des maladies de Behçet avec les complications que nous avions, avec bien sûr l'uvéite hypopyon qui reste rare, mais surtout les nécroses rétiniennes hémorragiques qui, quand elles sont postérieures, malheureusement vont être assez définitives avec des conséquences sur l'acuité visuelle. On a eu des progrès énormes avec l'interféron, mais l'interféron est de moins en moins disponible, donc c'est une stratégie qui est en voie de disparition. Par contre, les anti-TNF, là, gardent toute leur place et donc sont largement utilisés avec ici les recommandations de Lelard qui vous permettent de voir qu'à chaque fois qu'il y a une poussée d'uvéite qui commence chez un patient qui a une maladie de Behçet et qui touche le segment postérieur, il faut être très agressif, on ne discute pas, on met en place corticothérapie, immunosuppresseurs, plus ou moins agents biologiques. Alors, est-ce que c'est plutôt les agents biologiques qui vont avoir le dessus, le traitement local? Quel agent biologique? On sait que les anti-TNF ont obtenu l'autorisation de mise sur le marché chez l'adulte dans les uvéites et dans quasiment 80% des cas, 75% des cas, ces anti-TNF sont efficaces. Quand ça ne marche pas, à ce moment-là, on a les anti-IL-6 qui arrivent en deuxième position. Et le groupe des amis français, le French Uveitis Network, a publié dans Ophthalmology ce papier sur la tendance qu'a le tocilizumab d'être plus efficace sur l'œdème maculaire que même les anti-TNF. Aujourd'hui, il y a une étude qui se termine, c'est l'IL-17 TRAP, qui permet donc de réduire le taux d'IL-17, qui est une cytokine pro-inflammatoire. Et donc, on attend les résultats de cette étude pour voir si c'est efficace et si on peut l'utiliser. Je switch sur le traitement par voie locale. Ça, c'est la publication Princeps de l'étude Huron avec l'Ozurdex et son utilisation. Et de nouveau, alors à chaque fois, on retrouve le professeur Kojikian avec qui on collabore et c'est vraiment très amical et très efficace. Et il y avait bien sûr les collègues de Nantes avec le professeur Weber et son équipe. Ça, c'était une première étude. Ensuite, il y a eu aussi l'étude de vraie vie qui a été menée avec le laboratoire Allergan-AbbVie en France. Donc, c'était un peu plus qu'une étude tricentrique et qui a montré quasiment la même chose que l'étude Huron. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail sur l'efficacité et la tolérance de l'Ozurdex. Maintenant, ce qu'on ne veut pas, c'est d'avoir des rechutes en permanence et donc une aggravation de la fonction visuelle. C'est pour ça qu'on aime bien avoir aussi une approche à plus long terme. Et ça, c'est l'utilisation de l'acétonide de fluocinolone. Alors, ça a été beaucoup utilisé aux États-Unis à des doses qui sont très élevées avec des complications majeures au niveau pressionnel. C'était l'implant de Reticert. Et en Europe, ça n'a jamais eu l'autorisation de mise sur le marché. Et donc, on a dû attendre l'arrivée l'année dernière de l'implant diluvien que l'on peut utiliser. Et là, je vous montre un exemple d'une patiente qui résistait à tout, elle était monophtalme. Donc, c'est uniquement l'Ozurdex qui marchait. Et là, vous voyez que depuis 3 ans, la dernière fois que je l'ai vue, c'était en début d'année, j'attends de la réinjecter et elle garde toujours une macula qui est sèche. Donc, c'est un vrai progrès pour ces patients quand on les sélectionne bien. Il y a un protocole actuellement par Roche en cours en France et dans le monde sur l'injection intravitréenne d'anti-IL-6. On attend aussi les résultats. Et pour résumer, on va dire qu'à chaque fois qu'on a une inflammation, un œdème maculaire qui est bilatéral, on va plutôt privilégier les traitements qui sont des traitements systémiques. Et quand c'est unilatéral, on va plutôt privilégier l'approche locale. Bien sûr, on peut avoir des exceptions dans un cas comme dans l'autre. Je finis en remerciant l'équipe. Ça vous a été déjà présenté par le professeur Barisani, le congrès à Rio. Je sais qu'Isabelle a déjà ses billets. Voilà, donc je vous invite à venir nous rejoindre. Et puis surtout, je voulais vous rappeler que notre président de Retina, le professeur Ramin Tadayoni, nous a quittés et son meeting qu'il avait prévu, qu'il avait planifié, c'était à Paris. Et donc ça va être début septembre et je pense que pour lui rendre hommage, il faut qu'on soit extrêmement présent à ce meeting. Je vous remercie. Alors, Moncef, est-ce que tu nous as très bien parlé des virus. D'abord, je dois dire qu'entre Moncef et Tallinn, la différence, c'est que les maladies de Moncef sont beaucoup plus difficiles à prévenir, alors que la maladie de Tallinn, c'est très facile de prévenir. Bon, ça, c'est une première chose. Pour les malades, je veux dire. Hein, on est bien d'accord.
Elle me regarde. Oui, c'est pour les patients. Monsef, il y a une entité qu'on voit quand même souvent dans le pourtour méditerranéen. Ce ne sont pas des virus, ce sont les rickettsiosis. Est-ce que tu peux nous en dire un mot? Parce que la fièvre boutonneuse méditerranéenne... Je suis d'accord avec toi, c'est une des principales causes de rétinite superficielle dans notre contexte. Donc chaque fois que vous avez des infiltrats rétiniens, une baisse de vision liée à une rétinite qui peut parfois paraître comme nécrosante, mais ce n'est pas une rétinite nécrosante, contrairement aux rétinites virales. Donc rétinite superficielle, multifocale, avec ou sans baisse de vision importante, DSR associé, œdème. On peut avoir des vasculites occlusives, on peut avoir aussi des neurorétinites. 3 manifestations importantes chez un patient qui a des antécédents de fièvre, éruption cutanée. Il faut penser à la rickettsiose, qui est une cause très sous-estimée d'infection, d'uvite infectieuse, et notamment de rétinite, et évidemment qui est curable avec la doxine. Et surtout, regardez bien, faites un examen dermatologique des patients, parce qu'on a souvent l'escar d'inoculation au moment de cette infection. Donc, merci Absolument. beaucoup. Et Taline, une question pour toi. J'ai l'impression, en France, on m'a dit que maintenant, la syphilis n'était plus à déclaration obligatoire. Donc c'est assez difficile pour nous. Avant, on était obligé de déclarer, donc les partenaires, tout ça, on allait chercher. Maintenant, c'est plus le cas. Est-ce que chez vous, en Autriche, c'est encore à déclaration obligatoire? Comment vous faites pour aller annoncer aux partenaires? Une bonne question. Donc, chez nous, c'est encore, comment tu dis, à déclaration obligatoire. À déclaration obligatoire, c'est-à-dire, c'est pas à nous, c'est déjà, si on déclare, il y a... quelque chose une cellule qui se met en place pour aller... Oui, qui va toucher tout le monde. Mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas ouverts à parler. Et on a, si je peux dire ça tout juste, en Autriche, comme en Allemagne, je ne sais pas comment c'est en France, on a la prostitution qui est légalisée. Donc, normalement, on a tous tout légalisé, c'est-à-dire que tout le monde est testé. Mais avec les réseaux sociaux, il y a maintenant un nouveau, disons, une nouvelle façon de faire qui n'est pas contrôlée. Et c'est là où il y a toutes ces nouvelles, c'est pour ça qu'il y a cette augmentation de ces maladies. Merci, je suis content de ne pas être sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup et on vous relaisse l'estrade, Isabelle. Merci.